Tu lis du young adulte et tu aimerais passer à la fantasy adulte? Reste ici, c'est la vidéo que tu cherchais. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, eh bien écoutez, on va parler d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé, et notamment par mon amie livromancienne qui, j'avoue, m'a un petit peu poussée à faire cette vidéo. Si vous êtes des personnes qui lisaient de la fantasy young adulte mais qui seraient tentées pour essayer la fantasy adulte, eh bien aujourd'hui on va parler d'une sélection de livres pour effectuer la transition en douceur et surtout une série de conseils que je donnerai à la fin de la vidéo pour pouvoir, on va dire, rendre l'expérience un petit peu plus facile, un petit peu plus agréable. Moi aussi je suis déjà passée par là, donc j'ai plein de conseils à vous donner à ce sujet-là. Alors très brièvement, qu'est-ce que c'est en fait la différence entre la fantasy young adulte et la fantasy adulte? Eh bien tout simplement ce sont deux tranches d'âge qui sont utilisées comme référence au niveau de la vente de romans. Elles ont beaucoup de similitudes mais aussi pas mal de différences. Déjà au niveau de l'âge des protagonistes, en général, je dis bien en général parce qu'il y a plein d'exceptions, l'âge des protagonistes est en général plus jeune. Dans les romans young adultes, on va être sur des personnages qui sont adolescents ou post-adolescents, début de la vingtaine, ce genre de choses. Tandis que dans la fantasy adulte, en général, encore une fois, vous avez des personnages un petit peu plus matures. Souvent, ce sont des personnages qui ont la trentaine, qui ont déjà un petit peu vécu, qui ont déjà quelques fêlures, quelques faiblesses. Alors évidemment, ce n'est pas une généralité et tous les personnages ne rentrent pas dans ce cadre-là, mais c'est quand même une constante. Vous avez des personnages plus jeunes dans le young adulte et plus âgés dans la fantasy adulte. Il y a également des différences au niveau de la construction du récit. En fantasy young adulte, vous allez avoir des intrigues qui vont être plus poussées sur les relations entre les personnages, leurs émotions, ce genre de choses, leur développement. Tandis qu'en fantasy adulte, le point va quand même être un petit peu plus fixé sur les différentes castes, sur les enjeux politiques qui vont s'entremêler, sur les mondes. En fait, le cœur du sujet est un petit peu déplacé. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique dans les romans de young adultes. Ça ne veut pas dire non plus que les relations ne sont pas exploitées en fantasy adulte. C'est juste qu'on note en général une prépondérance, voilà, selon la tranche d'âge d'un certain sujet. Une grosse différence également en fantasy young adulte, c'est qu'en général, vous allez avoir une narration qui est un petit peu plus accessible. Attention, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça veut pas dire que c'est plus simple, ça veut dire que c'est un peu plus accessible. En fantasy young adulte, en général, l'auteur va prendre le temps d'accompagner son lecteur pour lui indiquer petit à petit les spécificités de son monde, les spécificités des personnages. Il va pas avoir tout d'un coup comme ça dans la face. Au contraire de la fantasy adulte où en général on se prend quand même un petit peu tout comme ça et il va falloir se dépatouiller tout seul avec son cerveau et le livre pour essayer de resituer toutes les choses, pour essayer de comprendre où on en est. Ça arrive quand même très régulièrement. Ça veut pas dire que c'est simplet en young adulte, ça veut juste dire que l'auteur va en général un petit peu plus prendre la main de son lecteur pour lui amener les choses en douceur. Enfin, la dernière différence notable que j'aimerais citer, et là ne me tombez pas dessus parce que je lis du fantasy young adulte et je lis du fantasy adulte, donc ce n'est absolument pas une critique. Les mondes en fantasy adulte sont en général plus vastes, plus poussés que en fantasy young adulte. Alors là, je vois déjà les gens me tomber dessus. Ça ne veut pas dire que les mondes de young adulte sont plus simples, c'est juste un fait, c'est plus vaste dans les romans de fantasy adulte parce qu'il y a aussi plus de pages, il y a plus de place pour rendre ce monde plus vaste. Vaste ne veut pas dire complexe. Certes, il y a certains livres en fantasy adulte où c'est plus complexe, mais on a de très bons livres de fantasy young adulte où c'est aussi complexe. Mais quand même, c'est un fait, les mondes de fantasy adulte sont un petit peu plus creusés et vastes à équivalence, évidemment. Je parle d'un très bon livre de fantasy adulte et un très bon livre de fantasy young adulte. Dans tous les genres, vous avez des livres qui sont pas très bien écrits, qui sont pas très bien creusés, qui sont... voilà. Mais quand même, factuellement, un livre de 1000 pages va être un petit peu plus vaste, un petit peu plus creusé au niveau des intrigues politiques et du monde qu'un livre de 300 pages. Et c'est normal. Voilà, ce n'est pas du tout une critique. Parce que j'ai déjà eu des auteurs de young adultes qui sont venus me dire mais non, mais ça veut pas dire que c'est bête et simple les mondes de young adultes. Ce n'est pas ce que je dis, qu'on soit bien clair là-dessus. Et enfin, évidemment, bon, une petite dernière bonus, mais je crois que vous l'avez compris, en général les livres de fantasy adultes sont très longs. Voilà, c'est des bonnes bricasses, tandis que pour du lectorat young adulte, sachant que le public cible de référence ce sont des adolescents, il y a un petit peu moins de pages.
même beaucoup moins de pages. Tout comme en jeunesse, vous allez avoir plutôt des livres de 200 pages. En young adulte, vous avez en général entre 300 et 500 pages. Et en fantasy adulte, vous avez quasi systématiquement plus de 600 pages. Voilà, comme ça, histoire de vous faire un petit peu une idée. Évidemment, encore une fois, ce sont des généralités, il y a des exceptions, il y a des contre-exemples dans tout. Maintenant, on va parler des livres qui pourraient vous permettre de faire la transition. Alors, j'ai divisé tout ça en 3 catégories. Les livres pour les débutants en fantasy adulte, les livres pour les intermédiaires, on va dire, et les livres pour les confirmés, ceux qui sont tellement à fond dans la fantasy adulte qu'ils ont déjà l'épée, le bouclier et tout pour détruire les dragons. Bref, vous avez compris. Petit disclaimer, là je vais me concentrer sur l'epic fantasy, parce que souvent quand on parle de fantasy adulte, on fait référence à l'epic fantasy. Si vous ne savez pas ce que c'est l'epic fantasy, c'est typiquement le Seigneur des Anneaux. Une quête, des personnages qui sont à la recherche en général de leur identité, une relation maître-apprenti, c'est quand même très souvent le cas, et surtout des conflits géopolitiques vastes qui vont souvent dépendre du destin d'une seule personne. Voilà, ce genre d'heroic fantasy qu'on aime tous regarder et que maintenant vous allez aimer lire également. C'est pour ça que, vu que je vais me concentrer sur l'epic fantasy, je vais tout de suite faire des mentions honorables à des livres qui font partie d'autres genres qui sont plutôt pas mal pour commencer la fantasy adulte. Je pense notamment à La Guerre du Pavot de R.F. Kuang, qui est un livre de fantasy militaire asiatique qui va à la fois avoir un univers académique pendant la première moitié du livre et un univers martial dans la seconde moitié du livre. Attention aux âmes sensibles, il y a des scènes quand même très graphiques. Je vous rappelle qu'on est dans un livre de fantasy militaire, donc il y a la guerre, il y a des morts et il y a des sévices. Donc si vous êtes un petit peu sensible à tout ça, faites attention. Mais c'est un livre que j'ai adoré, avec un personnage gris qui est vraiment imparfait, et en même temps, moi c'est ce que j'attends dans les livres, les personnages qui sont imparfaits. Ce livre-là, pour passer à une narration un petit peu plus adulte, il est parfait. Je pense notamment également à La Cité de Laiton, qui est un livre de fantasy adulte orientale, donc sur des schémas en général de religion et culture musulmane ou arabo-musulmane. C'est également une super trilogie, j'en ai même fait une vidéo si jamais ça vous intéresse, je vous le mets ici. Je ne parlerai pas de la romantécie dans cette vidéo, mais voilà, je voulais faire ces 2 petites mentions honorables. On va passer aux livres que je conseille aux débutants. Le tout premier livre que je conseille aux débutants, aux personnes qui ont envie de se lancer dans la fantasy adulte, mais qui voilà, ont besoin d'une petite acclimatation, on va dire, c'est tout simplement le premier livre que j'ai lu en fantasy adulte. Et après moult recherches, vidéos de recommandations que j'ai pu voir au cours de ces années après avoir lu ce livre parce que j'en voulais plus, et bien je me suis rendu compte que c'était un livre qui était énormément cité pour les débutants et je suis plutôt d'accord. Il s'agit de la saga Fils des Brumes de Brandon Sanderson, donc avec l'Empire Ultime qui est le tome 1. C'est une saga en 3 tomes qui est parue au format poche, donc accessible pour toutes les bourses, qui est disponible également sûrement en médiathèque et surtout en occasion, et c'est une saga vraiment hyper chouette qui va emprunter certaines choses au niveau du young adulte, notamment une narration assez accessible et des personnages qui sont plutôt jeunes, mais qui va apporter la complexité du monde et des enjeux géopolitiques qu'on retrouve un petit peu plus souvent en fantasy adulte. Dans cette saga, on va suivre Vin, qui est une jeune fille, qui est adolescente du coup, pour le coup, qui n'a plus de famille, elle est orpheline, elle vole, et en fait, elle a un talent particulier. C'est-à-dire que dans ce monde, vous avez un système de magie où chaque métal ingéré va procurer un pouvoir différent. Quand on naît, en général, on ne peut maîtriser qu'un seul métal. C'est ce qu'on appelle les brumants. Sauf qu'il y a certaines personnes qui sont extraordinaires et qui naissent avec la capacité de maîtriser tous les métaux. Je crois qu'il y en a 16 si je me trompe pas, parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai lu. Et ces personnes-là sont appelées des fils ou filles des brumes. Ce sont vraiment des personnes extraordinaires qui sont en général un peu marginalisées, qui sont dans leur coin. Au cours de l'un de ces vols à l'étalage, elle va être repérée par Kelsier, qui lui aussi est un fils des brumes et qui a une vocation, une ambition: renverser le seigneur maître. Et alors vous me direz, le seigneur maître, en fait on est dans un monde où le mal a gagné. La bataille entre le bien et le mal a déjà eu lieu et c'est le mal qui a gagné. On a donc le seigneur maître qui va régner en grand seigneur du mal. Donc Kelsier, lui, il a envie tout simplement de redistribuer les cartes et il va donc embaucher Vin avec d'autres personnes dans une équipe pour essayer de renverser le seigneur maître. On est sur des tropes de fan family. On a également un système de magie qui est vraiment très intéressant, très original, hyper bien expliqué je trouve. C'est ça qui a rendu la lecture très accessible. C'est page turner, c'est-à-dire que vous avez des bouquins de 900 pages que vous bouffez, tellement que la narration est addictive.
Je ne peux que vous conseiller de passer par cette saga si vous voulez faire une transition en douceur, tranquillement, voilà, sans rentrer dans le dur tout de suite. Vraiment c'est une saga excellente. Brandon Sanderson a également écrit tout ce qui a attrait à l'univers du Cosmere, mais ça c'est un peu plus complexe. C'est une vidéo que je n'ai pas fait encore. Disons juste que la trilogie de Fils et Brumes peut se lire vraiment indépendamment. Mais ensuite, il y a un univers beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe avec une saga notamment que je garde pour les confirmer. Mais ça, je vous en parle à la fin de la vidéo. La deuxième saga que je vous recommande évidemment, et alors là, les personnes qui ont l'habitude de regarder ma chaîne, ce ne sera pas une surprise pour vous, c'est l'Assassin Royal de Robin Hobb. Oui. D'ailleurs, si jamais vous voulez avoir l'ordre de lecture, je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Robin Hobb, c'est une autrice qui va avoir une faculté à vous créer des personnages exceptionnellement incroyables dans un univers très vaste, très varié, où il y a une complexité qui va à chaque fois s'entremêler entre les différentes sagas. Et à chaque fois que vous rentrez dans une nouvelle saga, vous voyez tout le travail, toute la réflexion qu'il y a derrière, c'est un truc de malade. Et donc l'Assassin Royal, la première ère du moins, c'est le tout début de ce magnifique chemin qu'est la saga des anciens. Ici, vous allez également avoir au début un protagoniste qui est enfant et surtout vous avez une narration qui est très accessible, très addictive. Robin Hobb, elle a cette faculté de faire des merveilles des fantaisies adultes. Tous les plus grands ne font que acclamer son travail. Et en même temps, elle va vous prendre la main pour que ce soit pas trop difficile à rentrer dedans. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que à la fois elle va créer ces univers qui sont hyper complexes, hyper vastes, hyper intéressants, et en même temps, eh ben, elle vous accompagne en douceur. Donc n'ayez pas peur, vraiment, lancez-vous dans l'Assassin Royal, c'est une saga exceptionnellement exceptionnelle. Voilà, tout simplement. On suit Fitz, qui est un bâtard, c'est le fils bâtard du prochain roi, c'est-à-dire que pour l'instant il n'est pas encore roi, mais c'est l'héritier au trône. Et un jour il va être amené au palais. Son père, il prend pas très bien la nouvelle, parce que pour lui c'est une honte. Pour sa femme, il a peur en fait, voilà, des ragots et compagnie. Donc il va abdiquer du trône. Il va renoncer à ses droits et il va partir loin avec sa femme. Il se trouve que, pas de chance pour lui, il va se faire tuer en route. Il aurait peut-être dû rester finalement. Fitz, qui est donc son fils bâtard, va être accueilli au palais, mais un petit peu à moitié. C'est-à-dire que à la fois, son grand-père, qui est le roi régnant, va lui faire passer un entraînement pour qu'il devienne son assassin personnel, tout simplement. Mais, attention, vu qu'il est bâtard, eh bien il peut pas vivre comme le commun j'allais dire des mortels, mais non, de la famille royale au palais, non. Il va vivre avec le maître des écuries qui s'appelle Buric et qui va lui donner une certaine éducation. On va vraiment avoir une relation maître-apprenti et Buric va devenir le père qu'il n'a jamais eu. Il va y avoir une très belle relation qui va se créer entre les deux, bien qu'il soit difficile. Et surtout Fitz, il a deux habilités très distinctes. La première, c'est une habilité que toutes les personnes de la famille royale ont, c'est quelque chose d'assez commun et qu'il va développer avec ses camarades qui vont évidemment pas très bien l'accueillir vu que, rappelons-le, et c'est quand même assez rappelé plusieurs fois, c'est un bâtard. Mais également il a une capacité secrète qui s'appelle le vif qui lui permet de, on va dire, communiquer ou même prendre possession des animaux dans une certaine mesure. Et ça c'est un don interdit et qu'il va donc cultiver tout seul puisqu'il sait très rapidement que c'est pas très bien vu. Et donc vous avez ces deux magies qui vont s'entremêler tout au long des sagas. Moi j'en suis à la deuxième ère et je peux vous dire que je ne regrette pas d'avoir lu Les Aventures de la Mer. Vraiment je vous conseille de tout lire dans cet univers parce que c'est ma saga préférée, tout simplement. Et enfin le troisième livre que je vous conseillerais pour les débutants, c'est une saga qui est en cours. Pour l'instant il n'y a que 2 tomes. Le troisième est en cours d'écriture par l'auteur, il devrait sortir je crois cette année, il devrait sortir en 2026 ou alors il est sorti fin 2025. Je pense que Brajlon ne devrait pas tarder non plus trop à publier le tome 3, il me semble que c'est en 4 tomes. Il s'agit de la saga des dieux silencieux écrit par Justin Cole, le premier tome s'appelle Le Maître des Chagrins. Pourquoi est-ce que c'est une bonne alternative pour faire la transition? Parce que encore une fois c'est une saga qui va vous accompagner. On a des protagonistes un peu plus jeunes et vous avez un auteur qui va vous expliquer pas à pas toutes les subtilités de son monde, contrairement à certaines autres sagas où c'est direct dans le dur. Là, c'est un monde en plus qui est très intéressant puisque cette saga va suivre l'avènement d'un méchant. Au début, notre héros, Aneve, n'est ni gentil ni méchant, c'est juste une personne lambda. Et à la fin de la saga, ce qui est promis en gros par l'auteur, c'est que ce sera le méchant. Et que en fait toute cette histoire va nous expliquer pourquoi et comment il est devenu méchant. Je trouve ça vraiment génial
comme promesse et comme chemin, on va dire, au niveau de la narration, puisque souvent on va suivre vraiment les gentils. Et donc là, il a pris le parti pris de faire l'histoire du méchant, et c'est plutôt chouette, moi j'aime bien ce parti pris. Sur ce premier tome, on va avoir un cadre académique, on va avoir des épreuves, ce sont des choses qui sont même très récurrentes dans la fantasy young adulte, donc ça peut aider voilà, à faire la transition. Moi j'aime beaucoup cette saga, elle va apporter énormément de choses et surtout elle a un lore qui est très sympa, avec des divinités qui vont être à la source en fait de tous les mots de cet univers. Et ce que j'aime bien c'est que ces divinités, on va vous expliquer ce qui s'est passé, on va vous raconter les contes, on va vraiment vous aider à comprendre pourquoi on en est arrivé là, et je trouve ça très très chouette. C'est une saga qui n'est pas assez citée sur les réseaux, et en même temps le tome 2 a mis du temps à arriver, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, mais là l'auteur il est de retour sur les rails. Je crois qu'il avait eu du mal à passer au tome 2, mais que là c'est bon, ça c'est débloqué. Vraiment je vous la conseille pour faire la transition. C'est du 600 pages, donc ça va encore, on n'est pas sur des pavés de 1000 pages, mais c'est assez aéré, donc en plus au niveau de la vitesse de lecture vous serez moins frustré que si vous êtes sur du 800 pages pas du tout aéré, écrit tout petit avec des marges, et je suis déjà passée par là. Ensuite on va passer au stade que j'appellerais intermédiaire. C'est un stade dans lequel j'ai l'impression d'être, puisque j'ai quand même lu pas mal de fantasy adulte, mais je suis pas une experte dans le domaine. Je pense notamment à Lorraine Desmaux de l'Imaginaire, qui elle lit beaucoup de fantasy adulte, qui est beaucoup plus calée sur ces sujets. Moi je dirais que je suis passée au-dessus de la catégorie débutant, et que pour le moment, voilà, je suis un petit peu entre les deux. Donc je vais vous présenter 3 titres qui sont parfaits pour les personnes comme moi, qui lisent un petit peu d'adultes, mais qui sont pas encore des experts dans le genre. Le premier titre que je vais vous présenter dans cette catégorie, eh bien je pense que tout le monde le connaît, et c'est une des raisons qui fait que je le place vraiment en intermédiaire. Il s'agit du Trône de Fer de George R.R. Martin, publié chez Pygmalion. Alors oui, la série n'est pas finie, elle ne sera sûrement jamais finie un jour, mais c'est quand même chouette de se replonger dans cet univers et d'avoir plus de détails, plus de choses, et surtout des destins qui vont être légèrement différents de la série. Plus on va avancer dans l'intrigue, plus ça va se distinguer de la série. Pourquoi je mettrais le Trône de Fer dans cette catégorie intermédiaire? Parce que à la fois on va avoir énormément de points de vue, énormément de personnages, beaucoup de familles, beaucoup de lieux, et ce qui commence à caractériser vraiment la fantaisie adulte avec ce jump constant en fait entre les différents points de vue, qui parfois peut faire qu'on va un petit peu s'en mêler, surtout quand on n'est pas hyper familier avec le monde. Cependant je le mets en intermédiaire parce que déjà dans un premier temps l'écriture est hyper fluide, hyper addictive, et elle est pas du tout compliquée. Contrairement, je trouve, à son livre sur les Targaryens qui était un petit peu imbuvable, ici on est sur une écriture beaucoup plus fluide, et puis surtout, on est quand même beaucoup à avoir vu la série, donc on connaît un petit peu les familles, les personnages, et c'est un petit peu moins difficile de s'y retrouver. C'est pour ça que je le mets en intermédiaire, parce qu'il y a quand même tellement de personnages, tellement de points de vue, tellement de choses, que si ça avait pas été une série télé qu'on connaissait tous, je l'aurais peut-être mis en confirmé. En attendant, moi, connaissant la série, j'ai dévoré cette intégrale 1. Vraiment, je l'ai dévorée. En plus, celle-ci est incroyable parce que vous avez des illustrations qui sont très très chouettes. Et ça m'a fait très plaisir de redécouvrir cet univers dans la plume de George R.R. Martin, qui est vraiment top sur la saga principale. Il faudrait que je les intégrale 2. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo. Je vais essayer de m'en occuper assez rapidement. Mais du coup, pour toutes les raisons que je vous ai citées, c'est, je trouve, un titre qui est parfait pour les lecteurs intermédiaires, qui permet de rentrer dans la bonne grosse épique fantasy, tout en ayant quand même pas mal de connaissances au niveau des familles, du monde et compagnie, et qui permet d'avoir une lecture peut-être un petit peu plus reposante. La seconde saga que je vous proposerai en lecteur intermédiaire, alors je n'ai pas le tome 1 parce que je l'ai prêté à une copine, je l'ai jamais réclamé, c'est la saga du Sorceleur d'Andrzej Sapkowski, publiée chez Brajlon. Alors c'est une saga qui est un peu particulière puisque les 2 premiers tomes sont des recueils de nouvelles et ensuite vous passez sur l'intrigue principale. Alors sachez d'ailleurs que les 2 premiers tomes ne sont pas exactement pareils au niveau de la narration. Si je m'étais basée que sur les 2 premiers tomes, je l'aurais mis en débutant. Puisque dans les 2 premiers tomes vous avez des nouvelles qui vont très très vite, qui sont centrées sur les relations que Geralt a avec Jaskier, qui est son fidèle compagnon, et Yennefer, qui est la femme qu'il aime. Et donc du coup on va avoir énormément de dialogues, on va avoir beaucoup de relations entre les personnages, et ça va être un petit peu plus fluide, tandis que dans l'intrigue principale c'est un petit peu plus rude au niveau de la narration. Il y a des gros pavés qui sont assez réguliers, et si vous êtes un peu fatigué, des fois ça peut être un petit peu lourd quand même au niveau de la
lecture. Qu'est-ce que c'est l'histoire du sorceleur? Pour ceux qui n'ont pas vu la série télé, c'est l'histoire de Geralt de Rive, qui est un sorceleur, qui est donc un humain qui a été modifié pour acquérir des pouvoirs extraordinaires, un petit peu comme un sorcier, et sa tâche principale ça va être d'être embauché pour tuer des monstres. Il va avoir un bébé surprise, c'est-à-dire que suite à une affaire, le seul paiement que la personne a pu lui donner, c'est de lui promettre son enfant à naître. Ce qui veut dire que Geralt il a des droits sur la petite Ciri qui se trouve être l'héritière de sa grand-mère, qui est la reine du royaume de Cintra, qui est une reine acclamée, qui a des victoires au niveau de la guerre qui sont vraiment reconnues par tous les souverains des autres pays, qui voilà, c'est une chef de guerre, une chef de pays, et donc cette petite fille qui s'appelle Ciri, elle va naître et vivre dans cet univers un petit peu princier. Un jour, le royaume de Nilfgaard va déclarer la guerre au royaume de Cintra, il va les envahir, et donc Geralt, pour protéger Ciri, il va la prendre avec lui, et il va l'élever. Il va également lui apporter un apprentissage pour qu'elle puisse se battre, pour qu'elle puisse combattre les monstres. Va se nouer entre eux une espèce de relation père-fille que j'aime beaucoup. Vraiment, j'adore la relation que Geralt a avec Ciri. Geralt, c'est quelqu'un qui, au début, est très fermé au niveau de ses émotions, il s'autorise à ne rien ressentir, et en fait Ciri va lui amener à ressentir des choses, alors jamais amoureuses, hein. Attention, on n'est pas dans des trucs un peu incestueux, même s'ils n'ont pas de relation, c'est vraiment père-fille, et Ciri va en fait lui ouvrir la porte à plein de choses, et il se trouve que évidemment Ciri c'est l'élément clé de tout le royaume, de tout l'univers en fait même du sorceleur. C'est une saga qui est très chouette mais qui peut être un petit peu rude, surtout dans les derniers tomes. Cependant on est vraiment sur de l'épique fantasy, on a des monstres, on a des complots politiques, on a des guerres, on a des personnages qui sont travaillés, qui sont pas manichéens, donc ils vont être ni totalement gentil ni totalement méchant. Évidemment vous avez toutes les nuances de gris qui vont se retrouver dans cette saga, et c'est vraiment une saga épique et très très chouette. Je vous la conseille donc fortement. Et enfin la dernière saga que je vous conseillerais pour tout ce qui est lecteur intermédiaire, c'est une saga que je n'ai plus en physique, c'est la saga du prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, notamment le premier tome parce que le deuxième j'avais pas trop apprécié. On est sur un roman de 1000 pages et plus, avec un rénome, avec plusieurs personnages dans plusieurs parties du monde, avec des intrigues politiques qui vont s'entremêler évidemment, avec un lore extrêmement construit sur des anciennes divinités, sur des créatures notamment. Il y a énormément de créatures dans ce livre. C'est techniquement un livre que vous pouvez lire tout seul, et moi ce que j'avais beaucoup aimé c'est que les femmes sont au pouvoir dans ce livre, c'est-à-dire que à la fois c'est des rénomes, donc ce sont des femmes qui règnent, mais également tous nos personnages principaux sont des femmes fortes qui vont se battre pour leurs convictions, pour les personnes qu'ils aiment et pour le bien du plus grand nombre. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié, ça fait maintenant longtemps que je l'ai lu donc je n'ai plus énormément de souvenirs de ce livre, mais je sais que bien qu'il soit long et un petit peu rude au départ, c'est quand même une très belle histoire de fantasy et je peux que vous la conseiller au niveau intermédiaire, mais je ne la conseillerais peut-être pas forcément du coup aux personnes qui n'ont jamais lu de fantasy adulte, parce qu'il faut quand même un petit peu s'accrocher. Et du coup on va passer à la dernière catégorie qui va donc traiter des livres que je conseillerais pour les personnes confirmées, où là faut vraiment être accroché. Je ne vous conseille absolument pas de commencer par ces titres là qui vont au contraire risquer de vous dégoûter de la fantaisie adulte et de ne pas vous replonger dans d'autres romans. Donc vraiment gardez cela si vous avez l'habitude d'en lire, vous pouvez tout à fait les lire dès que vous vous sentez un petit peu plus confirmé comme moi, mais je les conseillerais vraiment pas à des débutants. La première saga dont je vais vous parler c'est Les Archives de Rochard. Je vous ai parlé de Brandon Sanderson tout à l'heure. Il y a un univers qui s'appelle le Cosmere qui est étendu au possible, j'ai pas fait de vidéo là-dessus donc je pourrais pas vous renvoyer à l'ordre de lecture, mais sachez qu'il y a beaucoup de sagas et qu'elles sont toutes reliées entre elles. La principale, la plus connue, la plus éprouvante, celle où il faut s'accrocher, je l'ai commencé mais je l'ai mis en pause, donc je vous la mets là, mais moi personnellement je ne l'ai pas encore terminé. C'est donc Les Archives de Rochard, où là on va être sur chaque tome 2 poches de 1000 pages, donc 2000 pages en poche. Autant vous dire que c'est costaud, c'est du lourd, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de localisation, on a une écriture qui est un peu moins, je trouve, fluide et un peu moins accessible que par exemple sur Fils des Brumes, donc vraiment commencez pas par ça, mais c'est une saga qui est adulée, qui est acclamée et moi j'ai hâte de me replonger dedans. Il faudrait que je m'y remette d'ailleurs, mais c'est une saga vraiment épique qui est une référence pour beaucoup de personnes, que ce soit des lecteurs de fantasy ou des auteurs, donc ça c'est une saga qui vraiment est incontournable en fantasy adulte. Mais je vais quand même vous présenter deux autres sagas
qui pour moi sont pas faits pour les débutants, mais peut-être que ça peut vous donner des idées pour plus tard, que je lis ou que j'ai lu pour le coup. La première, c'est ma saga de l'année, ma découverte de l'année, celle que j'ai le plus suivie avec ardeur, avec passion. C'est évidemment le livre des Terres Bannies, donc avec le tome 1 Malice de John Gwynne publié chez Léa. C'est une saga incroyable qui m'a fait passer toutes les émotions. Vraiment j'étais à fond, mais à fond dans cette saga. On va suivre une lutte manichéenne très classique entre le bien et le mal, et notamment plusieurs personnages dont Corban qui est un jeune fermier qui vit tranquillement dans une petite ville paisible où il se passe pas grand chose. Évidemment vous voyez où je veux en venir. Il y a également Natahir qui est un fils de roi, donc qui lui a très envie de conquérir le monde, qui est fougueux et qui a des ambitions démesurées on va dire. Et également Veradis qui est un fils de noble et qui est donc le bras droit de Natahir, qui va être un petit peu son commandant en chef, voilà, son chef des armées. À ces trois personnages s'ajoute une multitude de personnages, tellement que à partir du tome 2 vous avez un glossaire pour pas vous y perdre. Des personnages qui en plus souvent ont des noms qui se ressemblent, alors c'est très pratique. Et vous avez également plusieurs lieux, vraiment beaucoup de lieux différents, avec beaucoup d'intrigues qui vont s'entrecouper, et du coup c'est très difficile de se retrouver dans cette saga au début. Le premier tome, j'ai dû prendre des notes. J'ai dû prendre des notes, mais ça en valait la peine. Parce que c'est une saga épique dans tous les sens du terme, avec vraiment de l'action dans tous les sens, mais aussi des mondes qui vont être creusés, avec des personnages qui vont être très intéressants. Vous allez changer de chouchou à travers les tomes, et vous avez une prophétie qui dit que, en gros, un jour vont s'affronter l'avatar, c'est-à-dire le représentant du dieu du bien, et l'avatar du dieu du mal, et que de là va se décider le destin, évidemment, des Terres Bannies. Tout le monde pense être l'avatar du dieu du bien, hein, voilà, mais vous lecteurs, vous savez dès le début qui est gentil et qui ne l'est pas. Vous vous en doutez très fortement. C'est une saga incroyable que je ne peux que vous conseiller. Elle est exceptionnellement bien écrite, même si le début, comme je vous ai dit, est un petit peu difficile, vraiment ça vaut le coup. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une saga spin-off. Bon, elle n'est pas encore traduite, mais j'ai confiance en Léa, à mon avis ça ne devrait pas tarder. Et enfin, un dernier titre pour les personnes vraiment confirmées, je précise. C'est un livre que j'ai reçu en service de presse il n'y a pas longtemps, et c'est surtout un premier tome de saga. Il y a 3 tomes en version originale, et là le premier tome est sorti chez Léa. C'est Les Vaisseaux d'os de R.J. Barker, donc c'est la trilogie de l'Enfant de la Marine. Pourquoi je vous dis que c'est pour les confirmés? Parce que la plume est vraiment pas accessible. C'est pas évident. Vous avez un langage maritime qui est très poussé, et si jamais vous ne vous y connaissez pas un minimum, vous allez galérer. Vraiment, je préfère vous le dire, vous allez galérer. Ça n'empêche pas que c'était hyper chouette. Mais attention, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes qui sont averties, qui ont l'habitude du langage maritime, et surtout qui n'ont pas peur de devoir faire quelques recherches Wikipédia pour comprendre, parce que sinon vous êtes complètement largués, puisqu'il y a du langage maritime en veux-tu, en voilà, tout au long de cette histoire. En fait, on est dans un monde où les dragons de mer, et notamment leurs os, vont permettre de construire des vaisseaux magiques. Il se trouve que les dragons de mer sont quasiment tous éteint, vraiment c'est une espèce en voie d'extinction, et donc la matière première se fait très rare et surtout eh bien, est disputée, hein, vous vous en doutez bien. Il y a un vaisseau qui lui est destiné à recueillir tous les malfrats en gros des environs, et surtout on a Joron qui a été désigné pour en être le capitaine. Alors c'est un peu obscur dit comme ça, mais ce sera expliqué. Mais c'est normal que ce soit un petit peu obscur. Et un jour, il y a Méas, une jeune femme, qui vient essayer de lui ravir le commandement de ce vaisseau. Et on va se lancer dans une aventure sur les flots, avec des petits airs de Pirates des Caraïbes, mais dans de la fantaisie épique. Mais clairement, moi j'ai vu l'inspiration, moi du moins, je ne sais pas qui a inspiré qui, mais j'ai vu l'ambiance. Puisqu'on est avec des forbans, on est sur les flots, sur un bateau qui a certaines habilités un peu magiques, et on va commencer dans ce tome-là à découvrir le monde, mais c'est vraiment une introduction au niveau des... pas du monde, mais des conflits politiques qu'on va retrouver dans cet univers. Mais c'était une très chouette lecture, c'est juste que je pense que je relirai le tome 1 avant de lire le tome 2, et que maintenant que je suis un petit peu plus familière avec le monde et le vocabulaire qui est employé dans cette saga, je pense que j'apprécierai d'autant plus ma lecture, parce que c'était une lecture sympa, mais j'ai vraiment eu du mal à lire à cause de ce vocabulaire, ça a été un petit peu ardu, et donc je pense que la deuxième lecture sera plus agréable. Avant de vous quitter, quelques petits conseils pratiques pour passer de la lecture young adulte à la lecture adulte avec un petit peu plus de facilité. La première, ce serait de choisir le bon moment
pour lire de la fantaisie adulte. Si vous rentrez d'une semaine, vous avez taffé en présentiel, vous avez fait plein de trajets en train, ou que voilà, ça a été une semaine très chargée, vous avez préparé je ne sais quel événement, vous avez vu du monde tous les jours et que vous êtes très fatigué, peut-être éviter de le faire maintenant. Prenez un moment où vous êtes calme, un week-end où vous avez du temps devant vous, où vous allez pouvoir vous plonger dans les livres de fantaisie adulte, puisque ça requiert du temps de lecture, ça requiert de la concentration. Si vous lisez 20 pages par 20 pages, vous allez être perdu, vous n'allez pas arriver à vous plonger dans le monde, donc essayez de vous dégager des longues plages pour lire, notamment je pense par exemple un dimanche après-midi. Si après, une fois que vous êtes dedans, vous lisez un petit peu moins pendant la semaine, c'est pas grave, mais pour le commencer, essayez de trouver une plage assez élargie de lecture où vous allez vraiment pouvoir vous immerger dans le monde et dans les personnages. Un autre conseil que je vous donnerai et qui va un petit peu de pair avec celui-là, c'est de ne pas vous décourager. Essayez quand même, tentez d'aller un petit peu plus loin, même si vous avez l'impression qu'au début vous comprenez rien, essayez d'aller au moins je dirais au quart du roman avant de décider d'abandonner. Évidemment ne vous forcez pas si vous voyez que c'est vraiment pas fait pour vous, n'y allez pas, mais si vous avez l'impression que vous comprenez pas tout mais que ça a l'air intéressant, essayez quand même de lui donner sa chance à ce livre et essayez d'aller au moins jusqu'au premier quart pour être vraiment immergé du coup dans ce que je vous disais, le monde et tout ce qui entoure l'univers. C'est pour ça qu'une plage de lecture élargie permet d'arriver un petit peu plus rapidement à ce stade-là. Ce que je vous conseillerais également, c'est de faire une lecture commune parce que du coup, c'est plus facile de s'échanger des choses sur des petits trucs qu'on n'a pas captés, des trucs qu'on comprend pas, on se rappelle plus qui est qui, et bien la personne qui lit avec vous peut avoir ces informations et inversement vous pouvez l'aider sur certaines choses. Ça permet aussi également, on va dire, d'augmenter le plaisir des scènes épiques puisque vous allez les partager avec quelqu'un et ça va décupler votre plaisir de lecture et votre investissement sur la lecture. Moi je vous conseille vraiment les lectures communes, c'est très chouette pour ça. Et également ce que je vous conseillerais c'est l'audio. Si vous êtes quelqu'un qui écoutez des livres audio, je ne peux que vous conseiller de commencer par ça pour de la fantaisie adulte. Parce que du coup, ça va vraiment vous immerger dedans avec le narrateur et vous allez être beaucoup plus alerte au monde, à ses spécificités, au système de magie et tout ce qui peut être un petit peu complexe. Et moi vraiment le livre audio je le recommande à 1000% pour les fantaisies adultes. D'ailleurs je fais à 80% de mes lectures de fantaisie adulte en audio pour le moment. J'aimerais bien en lire plus. Donc il y a un moment où je vais repasser au papier, mais moi ça m'a énormément aidé le livre audio, notamment dans les périodes où je suis un petit peu plus fatiguée, puisque ça me permet de faire autre chose en même temps, sans perdre non plus toute l'essence du monde. Donc vraiment, le livre audio, c'est banco pour la fantaisie adulte. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En fait, finalement, passer à la fantaisie adulte, c'est pas si compliqué. Il faut juste choisir les bons titres pour faire la transition en douceur et découvrir des mondes encore plus denses et encore plus vastes. Encore une fois, je le rappelle, pas de shame sur le young adulte, ce sont des livres que j'aime beaucoup et que je lis régulièrement. Donc vraiment c'est pas une critique du young adulte, ne le prenez pas mal si jamais vous êtes vous-même écrivain de young adulte, mais il n'empêche que la fantaisie adulte c'est ce que je préfère. En général ce sont mes sagas préférées. Il faudrait que j'en lise un petit peu plus, mais je vous avoue que je pourrais pas en lire exclusivement parce que ça demande quand même beaucoup de temps et de concentration et dans la vie de tous les jours c'est pas forcément toujours évident. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vous-même vos conseils ou des titres pour commencer la fantaisie adulte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien vidéo après vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez envie de me soutenir gratuitement, un petit commentaire, un pouce en l'air, ce serait hyper sympa. Et moi comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!